redressé, tout flamboyant. Monsieur Thiers, à la tribune de l'Assemblée le 8 juin, va déclarer ceci: « Nous avons enlevé ces formidables murailles de Paris. Nous avons remporté une victoire immense, une des plus grandes victoires que l'ordre social et la civilisation aient jamais remportées. » Et puis il y a le lieutenant-colonel Henneberg, dans son livre La guerre des communeux, qui écrira « Honneur à l'armée qui vient d'accomplir ce prodige ». Monsieur Favre avait déclaré le 21 mai que l'ordre social serait vengé. Et le Figaro avait écrit un article qu'il faut absolument que je vous lise. Il est bref, mais il est bien remarquable. Nos soldats ont simplifié la besogne des cours martiales, mais il ne faut pas se dissimuler que beaucoup de coupables ont encore échappé au châtiment. Il reste à M. Thiers une tâche importante, celle de purger Paris. Jamais occasion pareille ne se présentera pour guérir cette ville de la gangrène morale qui la ronge depuis 20 ans. 20 ans? Ah ben oui, ça fait depuis le 2 décembre 1851. Allons, honnêtes gens, un coup de main. Pour en finir avec la vermine démocratique et sociale, nous devons traquer comme des bêtes fauves ceux qui se cachent. J'ai aussi envie de vous citer un texte de ce Doudan dont j'ai plusieurs fois parlé. Je vous rappelle Ximénez Doudan, c'est un petit écrivain, enfin un libelliste, un écrivailleur, qui est au service de la famille Broglie. Il est entretenu par les Broglie et il est chargé de les faire sourire. Mais il a des moyens divers de les faire sourire. Alors voici par exemple ce qu'il écrit au duc de Broglie, et c'est un appel aux némorodes mondains du beau monde, enfin les amateurs de chasse à courre, où il dit: « Les amateurs de chasse à courre feront bien de ne plus s'amuser aux loups et aux pauvres renards, ils ont un plus digne objet de leur exercice. » Mais résultat, ça veut dire qu'il y aura 43 000 arrestations dans Paris. Et des arrestations qui vont durer, je vous assure, puisque j'ai trouvé dans le supplément du Larousse universel, qui est publié en 1877, tome 13, ceci: « Aujourd'hui encore, après plus de 6 ans écoulés, on arrête et on condamne à mort des hommes uniquement coupables d'avoir exercé un commandement dans les bataillons fédérés. » Ces masses d'arrestations, il faut savoir comment ça s'était opéré. Vous savez qu'il y avait les cours martiales. Les cours martiales envoyaient un certain nombre de gens immédiatement à l'abattoir, puis on en mettait de côté d'autres. Ces autres étaient groupés et on les conduisait hors de Paris. C'était le général Gallifet qui s'était spécialisé dans cette opération-là. Le général Gallifet avait une vengeance particulière à tirer de Paris parce que la commune l'avait bien maltraité dans ses caricatures. Je ne sais pas si vous savez que le général Gallifet était un petit personnage qui avait fait une brillante carrière grâce à sa femme surtout. Alors les caricatures parisiennes le représentaient couvert d'écailles. Il est certain que Madame de Gallifet avait été l'organisatrice des partouzes à Compiègne et qu'elle avait beaucoup payé de sa personne. Alors on le savait, et comme la commune s'était moquée de Gallifet, il avait une vengeance à tirer. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Gallifet, qui était chargé de conduire les prisonniers? Eh bien, il expurgeait ses colonnes. Le 21 mai, le jour de l'entrée, devant le bastion 56, il avait regardé les prisonniers qu'on lui avait amenés, il les avait dévisagés un par un, puis il déclarait: « Tiens, vous avez l'air intelligent. » Alors du moment qu'il était intelligent, il était dangereux, alors immédiatement on le faisait fusiller. Le 26 mai, à la Villette, il va extraire comme ça 83 hommes et 6 femmes du groupe de prisonniers qu'on lui a confiés pour les amener à Versailles. Il les trouve intelligents, comme il dit toujours, supprimés. Le 28 mai, ça c'est un témoignage encore plus irrécusable, puisque c'est un témoin neutre, c'est le reporter du Time à Paris. Il y avait une promenade, il en conduisait environ 2000 de prisonniers. Alors il leur avait fait faire une promenade sur les grands boulevards. Le 28 mai, vous savez, c'est le dernier jour, c'est le jour où il y a le Père-Lachaise, c'est-à-dire les derniers combattants qui sont tués, et les grands boulevards sont nettoyés. Alors, à la tête de ses prisonniers, Gallifet faisait faire cette promenade en s'arrêtant devant les clubs chics, qui étaient justement sur les boulevards. Et il levait la tête, aux fenêtres, c'était couvert de gens qui l'acclamaient, et il présentait son troupeau. Mais alors il a eu une idée. Dès qu'il les a fait sortir de Paris, au-delà des retranchements, il les a de nouveau passés en revue. Et cette fois, c'était plus les airs intelligents qui l'intéressaient, c'était les cheveux. Lorsque les cheveux étaient blancs ou étaient gris, il disait: « Ah, il y a longtemps que vous êtes dans la bande, vous êtes de 48. Sortez des rangs. » Et alors il en a fait sortir 111 sur 200, immédiatement fusillés. Néanmoins, finalement, il y en a eu 43 000 qu'on va amener à Versailles. L'arrivée à Versailles était exceptionnelle, c'était à grande attraction. Et nous avons là un témoignage intéressant de Nadar. Ça vous dit quelque chose peut-être? Nadar, c'était le photographe chic de l'époque.
trouvait à Versailles, et en 1897, dans un article de la revue Blanche, il racontera ce qu'il avait vu. Il dit, on faisait défiler ces prisonniers, qui étaient entourés naturellement de gendarmes et de soldats en armes, on les faisait défiler dans la grande avenue de Versailles, il y avait des cafés, des cafés chics, et la plupart de ces cafés regorgeaient de gens qui se précipitaient sur les prisonniers, les gendarmes souriaient, et en particulier, je me rappellerai toujours, disait Nadar, un gros monsieur qui était décoré, qui était hors de lui, et qui tenait la canne par la hampe, et puis qui, avec le pommeau de sa canne, tapait sur la tête des gens. Mais les plus beaux, c'était les jeunes femmes. Les plus élégantes, c'était les plus déchaînées. Elles, c'était leurs ombrelles. Elles cherchaient les yeux des prisonniers avec leurs ombrelles, et j'en entends toujours une, dit-il, j'ai encore ça dans l'oreille, qui criait d'une voix suraiguë, « Arrachez-leur les ongles !» Alors, une fois qu'on avait installé les 43 000, là, au château de Versailles, et au camp de Satory, c'était devenu des ménageries qu'on allait voir. Comme ils étaient en soubassement, alors tous les gens convenables, enfin les honnêtes gens, venaient s'accouder et regarder les bêtes fauves. C'est produit à Satory le 24, quelque chose d'affreux. Il y avait 2 à 3 000, 2500, je crois, hommes et femmes qui étaient là dans la cour des docks de Satory. Il avait plu. Ce 24, il y a eu une tentative de rébellion. Ils n'avaient pas vu le nombre des gendarmes qui étaient autour d'eux, il y avait pourtant des créneaux, et ils avaient essayé de se sauver. Alors on avait découvert des mitrailleuses, et on avait arrosé de mitrailleuses ces hommes et ces femmes. Bon, il y en avait une centaine de tués, paraît-il, et pour la nuit du 24 au 25, on leur a interdit de se lever même, de bouger. Par conséquent, comme il avait plu, ils étaient étendus dans la boue, et ils vont rester là environ 24 heures, immobiles, avec interdiction de bouger. Ravitaillement, on leur avait donné une miche de pain noir pour 4, une miche de pain pour 4, et pour boire, il n'y avait qu'une mare. Et pardonnez-moi, mais cette mare, les gendarmes venaient y faire leur éjection. Et c'était là que les hommes et les femmes de Satory buvaient. Ben, vous savez ce qu'on va en faire, on va les mettre dans des wagons spéciaux, on va les entasser, on va les envoyer sur les pontons, c'est-à-dire à Rochefort et en Bretagne aussi. Et puis, il y en a un certain nombre qu'on va condamner à mort, fusillés, et les autres seront transportés en Nouvelle-Calédonie, les uns condamnés au bagne simple, les autres condamnés à la réclusion à perpétuité dans une enceinte fortifiée. C'était du très beau travail, comme vous voyez. Il y avait de quoi être tranquille, si bien que le gouvernement était entouré d'acclamations et de bénédictions. Voici les grandes bénédictions. Monsieur de Falloux, par exemple, le comte de Falloux, qui était le chef des légitimistes, qui va féliciter Thiers dès le 22 mai d'avoir montré d'un doigt sûr le chemin du péril et la voie du salut. Voici l'archevêque de Lyon, qui le 25 mai avait écrit à Thiers, « J'ai pu contenir jusqu'ici, tiens, pourquoi avait-il besoin de contenir, enfin, j'ai pu contenir jusqu'ici l'expression de mon bonheur, mais aujourd'hui je ne résiste plus, et je vous demande la permission de me joindre aux légitimes et glorieuses acclamations de l'Assemblée en votre honneur. » Il faisait allusion à quoi, l'archevêque? Eh bien, au fait que l'Assemblée avait déclaré que M. Thiers avait bien mérité de la patrie. Le petit Sorel écrira ceci encore. « L'armée a été admirable, et on a su réunir l'élite de nos généraux. M. Thiers s'est montré personnellement un merveilleux ministre de la guerre et intendant général. » Il est lugubre, surtout pour moi, de dire que les écrivains ont été à 98% affreux. Alphonse Daudet, par exemple, criera « Sauvez, sauvez, Paris était au pouvoir des nègres ». Le comte de Lille va jeter des éclairs ou de la bave. J'espère que la répression sera telle que personne ne bougera plus. Et pour mon compte, je souhaiterais que cette répression fût radicale. Théophile Gautier, les voilà enfermés dans ces cages, d'où s'échappent, quand elles sont ouvertes, les hyènes de 93, comme Saint-Just, n'est-ce pas, et les gorilles de la Commune, comme Varlin, sans doute. Voici Alexandre Dumas, fils, crachant sur ces femelles, dit-il, de la Commune, qu'il voit passer prisonnières, et dont il dit, ces femelles ne ressemblent à des femmes que quand elles sont mortes. Voici Taine, qui est délivré du cauchemar de ces coquins qui visaient à une jacquerie universelle, dit-il, et il entreprend comme antidote et préservatif son énorme histoire des origines de la France contemporaine. Monsieur Renan est parmi les plus beaux. Monsieur Renan, vous savez, c'est un grand penseur, un affranchi des superstitions, et il va s'employer à écrire un livre qui s'appelle « La réforme intellectuelle et morale », dans lequel il remonte jusqu'à ce qu'il appelle le grand malheur de 1848, avec ce détestable éveil chez les ouvriers des appétits matériels. Ça signifiait simplement qu'ils avaient envie de ne plus mourir de faim. Horrible épisode du 18 mars, dit-il. Jour où depuis 100 ans la conscience française a été le plus bas. Effroyable syncope morale.
œuvre de ce socialisme dont la source est l'égoïsme, corrigeons-nous de la démocratie, rétablissons la royauté, devenons sérieux, appliqués, soumis aux puissances, amis de la règle et de la discipline. Il y a un salut pour la France, dit-il, c'est à la colonisation, parce que ça déversera le trop-plein des prolétaires assez loin. Une nation qui ne colonise pas est irrévocablement vouée au socialisme. Et si les intellectuels peuvent se dispenser de la religion, il faut que la religion reste pour le peuple. Conservons au peuple son éducation religieuse. Abandonnons sans partage au clergé les écoles de campagne. Naturellement, les grandes écoles, non, mais pour les rustres, c'est utile. Il faut voir aussi le journal de Madame Sand, le cri qu'elle pousse. Mon mobilier est intact. Elle avait eu tellement peur qu'on lui vole ses meubles, mais non, elle découvre que le mobilier est intact. Parce qu'on lui avait fait croire, comme à tout le monde, que les communistes et les communards étaient des pillards et ils ne pillaient pas. Alors, vengeance, vengeance, crie-t-elle malgré tout le 5 juin. Les exécutions vont leur train, c'est justice et nécessité. Voilà comment parle la châtelaine. Il y en a un seul qui échappe à cette ignominie, c'est Victor Hugo. Vous savez que Hugo n'avait pas marché dans la commune. Il avait dit c'est une bonne chose mal faite. Et il avait raison, c'était en effet très mal fait. Alors il s'était occupé, après la mort de son fils Charles, de ses 2 petits-enfants qui vivaient à Bruxelles avec leur mère qui était belge, et il va offrir sa maison de Bruxelles aux réfugiés de la commune, à ceux qui ont pu s'échapper. Or, M. Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, avait envoyé une circulaire diplomatique à tous nos postes, disant qu'il fallait intervenir auprès des autorités locales pour que ne soient pas acceptés les communards, pour que le droit d'asile politique leur soit refusé. Parce que, disait-il, ce sont des gens qui mettent en péril tout pays dans lequel ils se trouvent. Alors, ordre avait été donné aux agents diplomatiques français de peser sur les autorités locales pour leur demander immédiatement le refoulement de ceux-là. Et puis, lui, Favre disait, ensuite j'entamerai la procédure, s'il le faut, la procédure de rémission, d'extradition. Et bien, Hugo, qui est à Bruxelles, et qui sait que le gouvernement de Bruxelles a eu peur et a décidé, oui, c'est entendu, nous n'accepterons aucun communard chez nous. Hugo, par une déclaration publiée dans un journal belge qui s'appelle l'Indépendance belge, a dit, quant à moi, ma maison est ouverte. Résultat, il va être mis à la porte. Dès le lendemain, les Belges vont le refouler, il se repliera sur le Luxembourg. Et il publie toute une série de poèmes à ce moment-là pour protester. Je n'ai pas été avec vous lorsque vous étiez combattants, mais maintenant que vous êtes des victimes, je suis avec vous. Il va écrire un très beau texte, Ceux qu'on foule aux pieds. Monsieur, on en parle d'appétit matériel, et Victor Hugo répond, l'appétit a tort quand il est envie, mais il a droit quand il est la faim. Pauvre peuple, toujours proie et cible. Le peuple est un fiévreux qu'il faut parfois qu'on saigne par un massacre heureux qu'on fait bénir après. Comprenons qu'il est juste de faire arquebuser par M. Gallifet ces gens dont on a peur, même s'ils n'ont rien fait. On ne peut pas aller plus exactement et plus lucidement dans l'analyse de la commune. Ce qui est affreux à dire, c'est que Louis Blanc et Schellcher vont se désolidariser publiquement de ce fou dont Mme Sand écrit. Victor Hugo est tout à fait toqué, et Sarcey, l'homme du drapeau tricolore, va l'appeler vieux pitre. Et bien, malgré toutes ces joies et toutes ces acclamations, une sorte de peur persistait. Il faut dire que Victor Hugo avait prononcé publiquement la phrase que voici, on n'est pas quitte avec un problème pour en avoir sabré la solution. Et Rossel, dont on ne connaît pas, et on ne donnera pas immédiatement la parole, c'est après sa mort qu'on lira ceci. Rossel avait écrit ces mots auxquels je souscris entièrement. Qu'est-ce que la commune? Un combat d'avant-garde, mal engagé et perdu. Lys Sagaraï, qui écrivait dans l'Action pendant la commune, qui avait pu se sauver, lui qui se réfugiera à Bruxelles, parce que finalement les Belges autoriseront les communards, malgré la pression française, à rester sur leur sol, comme la Suisse le fera aussi. Lys Sagaraï, dans le livre sur la commune qu'il écrira en 1976, dira pour comprendre la commune, il faut savoir que c'est un mouvement qui vient des entrailles profondes du siècle. J'ai essayé de vous expliquer ça déjà. Retenez bien ceci, c'est un mouvement confus, c'est un mouvement opaque et obscur de pauvres gens qui voudraient cesser d'être absents sur la scène de ce monde où se joue leur destin. Eh bien, c'est vrai qu'ils sont là persistants, ils sont là qui vont essayer de continuer. Et Marx a bien raison quand il dira, oui, la commune a échoué en soi, mais cependant, la grande mesure sociale de la commune, c'est d'avoir posé en acte sa propre existence. Et le 17 avril, écrivant à son ami Kugelmann, il disait sans doute qu'ils vont être écrasés, les communards, mais quelle que soit l'issue de la lutte, le moment aura constitué un nouveau point de départ d'une importance historique universelle. Il a raison. C'est pour ça que ce n'est pas absurde que les Russes, au moment de leur révolution,
et donné le nom de la Commune à un des premiers cuirassiers soviétiques. Et que ce n'est pas absurde non plus que Lénine ait désiré être enseveli dans les plis d'un des drapeaux rouges des fédérés. Au moment où les gens poussent des cris de joie dans Paris, où les possédants sont contents, frémissent d'aise, il y a un garçon qui s'appelle Eugène Potier, membre de la Commune, qui lui a échappé, mais qui est resté caché dans une mansarde de Montmartre. Et c'est dans cette mansarde de Montmartre, en juin 1871, qu'il va écrire, en tâtonnant, un texte dont je vous citerai quelques mots. Debout, les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, peuple esclave, debout, debout, groupons-nous, et demain, l'international sera le genre humain. Ben, ce n'est pas autre chose que ce que Pidi appellera en 1899 l'immense et grave international. Maintenant, c'est le retour à l'ordre. Hein. Thiers, il est assez confiant. Il dit, oh, nous en avons au moins pour 100 ans de tranquillité. Il est vrai que peu à peu, il deviendra moins affirmatif et qu'il dira, sinon pour 100 ans, du moins pour 50 ans. Et même, il dira à Fabre en 75, je crois, nous en avons pour 30 ans de tranquillité. Vous savez, c'est la seule chose qui l'intéresse, 30 ans, étant donné qu'il est très vieux, qu'il a 75, 77 ans, et qu'il se dit, enfin, moi je serai mort à ce moment-là, après moi le déluge. Mais après ce que j'ai fait, après la leçon que j'ai donnée, le sol de Paris est jonché de cadavres, ce spectacle affreux servira de leçon, c'est le mot qu'il a employé, on peut croire que la société pourra être rétablie à un bon moment sur ses bases. Pour être bien rétablie sur ses bases, la société, il faut qu'elle se défende contre le mouvement le plus dangereux qui peut la menacer, à savoir l'international. L'Association internationale ouvrière va être la cible des mesures que va prendre le gouvernement. Il est parfaitement vrai que l'Association internationale ouvrière était très redoutable parce qu'ils avaient décidé, ces gens-là, de procéder à l'affranchissement de la classe ouvrière. Ils avaient dit, il n'y a rien de sérieux qu'on puisse faire du point de vue politique si l'on ne commence pas par libérer les esclaves. Notez qu'ils ne voulaient pas, à ce moment-là, agir par la violence. Ils espéraient, à la façon dont vous avez vu qu'agissaient Frankel ou Varlin, ils espéraient des associations ouvrières librement constituées et qui feraient trash d'huile, enfin qui feraient des associations libres avec rapport direct du producteur au consommateur. Mais enfin, ils avaient touché le fond du problème, à savoir qu'il fallait une libération économique du prolétariat. Alors Thiers, qui est le contraire d'un homme absurde, avait repéré que ça c'était infiniment dangereux. Et il va dire dans sa déposition du 24 août 1871 devant la commission d'enquête, ces gens-là ne visent à rien d'autre qu'à changer le prix naturel de la main-d'œuvre. Réfléchissez un peu à ceci. Comment ça se faisait la société? Enfin, comment ça marchait la grande mécanique? Ben, on avait ce que Victor Hugo appelait la cariatide, hein, c'est-à-dire cette grande masse, ce grand nombre commandé par le petit nombre. Ce grand nombre était nourrissant pour le petit nombre. Et voilà que cette cariatide se mettait à bouger, cette cariatide réclamait, les gens qui nourrissaient ceux qui étaient assis sur leurs épaules demandaient d'être payés un peu davantage, c'était ce qu'il fallait à tout prix éviter. C'est pourquoi l'international va devenir la cible préférée de tous ceux qui pensent bien. Le comte Daru va dire par exemple dans son rapport sur le 4 septembre, il est difficile de croire que l'international n'ait pas été dès le premier jour à la tête du mouvement. La Revue des Deux Mondes, le 1er avril, avait dit c'est l'international qui a fait l'explosion du 10 mars, alors que je vous ai dit combien ils étaient faibles. Favre, le 6 juin, dans sa circulaire diplomatique, va dire « C'est une association criminelle, une secte de haine et de guerre ». Bourbaki, qui est devenu chef de la 8e division militaire, signale à Thiers des infiltrations de l'international au conseil municipal de Lyon. Il y a une révolte en Algérie. Alors l'amiral Guédon, qui est le gouverneur de l'Algérie, va écrire dans une dépêche du 22 octobre « Pour ma part, je suis convaincu que l'insurrection d'Alger a été fomentée par les adeptes de l'international. » Henri Morel, dans son Pilori des communes dont je vous ai parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, Henri Morel, c'est le type qui a écrit cette chose abominable, qu'on guérissait très rapidement les blessés qu'on avait trouvés au palais de l'industrie, on les amenait au pied des arbres et en un instant leur guérison était faite. Et bien Henri Morel va dire, lorsque l'international prit le gouvernement de Paris, oh Dieu sait que ce n'était pas vrai, ou encore, si Paris est brûlé, Londres, Genève, Berlin sont encore intacts, mais qui sait ce que l'international réserve au monde civilisé? Le commandant Gaveau, qui va être chargé du réquisitoire le 7 août 71 au procès des communards, va déclarer « L'international est un danger des plus graves pour l'ordre social tout entier ». Madame Sand, vous savez, comme Madame Sand est aussi, comme M. Renan, inaffranchie en matière religieuse, comme elle a détesté le cléricalisme, et bien Madame Sand va écrire le 13 juin à une amie qui s'appelle Juliette Adam et qui pense comme elle, qui est, je crois, de la franc-maçonnerie,
Elle va dire l'internationale est bien plus inquiétante que les cagots. Enfin, je crois que le mot de la fin, il faut le réserver à Paul de Saint-Victor, qui prononcera la formule suivante. L'internationale, c'est la franc-maçonnerie du crime. D'où l'action de Thiers. Thiers se vantera extrêmement fier de ce qu'il a fait le 24 août 71 devant la commission parlementaire d'enquête. C'est moi, dit-il, c'est moi qui ai imaginé de considérer le seul fait de l'affiliation à l'internationale comme un délit. C'était pour moi un devoir de conscience, comme pour tous les amis de l'ordre social en Europe. D'où la loi Dufaure, dont je voudrais vous lire l'article essentiel. Tout Français qui s'affiliera ou restera affilié à l'Association internationale des travailleurs sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 50 francs à 1000 francs. Il sera en outre privé de ses droits civils, civiques et de famille. À l'expiration de leur peine, les contrevenants seront placés sous la surveillance de la haute police toute leur vie. C'est normal, vous savez, quand on voit ce que disait par exemple un certain général du Temple dans une lettre qu'il écrivait à Jules Simon, le ministre de l'Instruction publique et des Cultes. Il écrivait ça le 11 septembre 71, et il lui dit « Il n'y a que 2 partis. D'un côté, les honnêtes gens, toujours ce mot, d'un côté les honnêtes gens, de l'autre, les gens de la commune et leurs souteneurs. Entre les 2 groupes, les seuls rapports qui peuvent exister sont ceux de président de cour d'assises à assassin. » Avec une vulgarité consciente. J'avais dit l'autre jour, le retour à l'ordre, c'est le triple triomphe du sabre, du goupillon et du coffre-fort. Il faut que j'illustre ça par des preuves. Triomphe du goupillon. Eh bien, il faut savoir que tout de suite, dès que le gouvernement reprendra sa stabilité, on verra M. Jules Simon, ministre de l'Instruction et des Cultes, mériter les félicitations de M. Adrien Dancet. Adrien Dancet a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « Histoire religieuse de la France contemporaine » et il félicitera M. Jules Simon, ce grand spiritualiste, d'avoir été si compréhensif à l'égard des intérêts religieux. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Jules Simon? Il va d'abord faciliter l'érection de cette grande basilique de Montmartre, que vous connaissez aujourd'hui, ce qu'on appelle le Sacré-Cœur. Mais il faut savoir la destination du Sacré-Cœur. Premièrement, c'est à l'emplacement même des fameux canons de la commune, les canons du 18 mars. C'est là pour effacer cet horrible souvenir. Ça sera un monument expiatoire. Deuxièmement, on avait obtenu avec M. de Falloux en 1850 la liberté de l'enseignement secondaire. Ça voulait dire liberté de l'enseignement. Vous savez que jusqu'alors il y avait le monopole universitaire et qu'on présentera longtemps la loi Falloux comme une loi de liberté, puisqu'en effet on autorisait quiconque, et en particulier les congrégations religieuses, à avoir des écoles à elles. Seulement ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église, enfin les cléricaux, que je distingue de l'Église, gagnaient sur les 2 tableaux, puisque d'une part, ils avaient maintenant le droit d'avoir leurs écoles confessionnelles, et que d'autre part, l'enseignement de l'État lui-même passait sous le contrôle ecclésiastique. Étant donné que dans chaque circonscription académique, qu'on appelle quoi, les académies de province, le conseil supérieur académique était présidé par l'évêque. Eh bien, on avait oublié l'enseignement supérieur. M. Jules Simon va réparer ça. Il y aura maintenant des facultés libres, c'est-à-dire des facultés catholiques. Et il n'oubliera pas de réserver 4 fauteuils à l'épiscopat au Conseil supérieur de l'instruction publique. Il faut vous dire que M. Thiers, d'après un journaliste qui s'appelle Hector Pessard et dont je vous ai déjà parlé, exécrait les instituteurs, qu'il refusait l'augmentation de traitement et qu'il favorisait les écoles congréganistes. Il y avait des pèlerinages parlementaires, des quantités de ces pèlerins parlementaires qui allaient chaque année, je ne sais pas moi, à La Salette, à Lourdes et à Chartres. Et il y avait une crue extraordinaire des vocations, si l'on peut dire, des vocations congrégalistes. Je vais vous donner un chiffre. La crue des congrégations, hommes et femmes. En 1851, il y avait 37 000 moines ou religieuses en France. Vous avez suivi, hein? En 51, 37 000. En 1877, 157 000, c'est-à-dire 5 fois plus. Il faut aussi ajouter que le pape était extrêmement content de ce qui se passait en France. Le pape s'appelait Pie IX, c'était le pape du syllabus, qui va envoyer une lettre manuscrite, ce qu'un pape ne fait jamais, mais cette fois oui, une lettre manuscrite à M. Thiers en avril 1872, où pour le féliciter de son action, je cite, contre la commune, l'internationale et toutes ces institutions destructrices de la société. Voilà pour le goupillon. Mais le sabre est beaucoup plus important. Vous savez, en 1848, on s'était beaucoup appuyé sur le clergé, parce qu'il y avait encore des quantités de gens, surtout les analphabètes, qui croyaient à ce que leur racontaient les curés. Mais en 1871, il y avait déjà une vaste décrue de la croyance, ce que les gens appelaient la superstition. Alors bon, c'était utile tout de même d'être gentil avec le clergé, mais c'était bien plus utile d'être bien avec l'armée. Alors le 8 juin, M. Thiers s'était défini ainsi. « Je suis un homme
qui aime le soldat comme on aimerait son propre enfant. Et il va ajouter l'année suivante, nos régiments sont aujourd'hui la partie la plus édifiante de la population. Le 29 juin 1971, il s'était passé à Longchamp quelque chose d'admirable du point de vue martial. 120 000 hommes en tenue de guerre avaient défilé à Longchamp, là vous savez où il y a les courses. Et M. Thiers occupait l'ancienne loge impériale, et le journaliste Pessard, qui n'est pas un mauvais esprit, vous savez, qui est un Versaillais, dirait il était beau à voir M. Thiers, tellement il était content quand les soldats passaient, et lorsque les fanfares défilaient, il marquait le pas à la tribune. Alors là, j'ai quelque chose à ajouter, à préciser, qui me paraît assez important et qu'on ne dit guère. Voyons, les conservateurs, les honnêtes gens, comme ils disaient eux-mêmes, les honnêtes gens, vous avez vu quelle était leur attitude en 1870-71 ? Ah, ils étaient les moins nationalistes qu'on peut imaginer, les moins patriotes, les moins chauvins qu'on puisse imaginer, puisqu'ils avaient été tout de suite d'accord pour livrer à l'ennemi, enfin à l'Allemagne, l'Alsace et la Lorraine. Et ils couvraient de dérision ceux qu'ils appelaient les à outrance, c'est-à-dire ceux qui voulaient poursuivre la guerre à outrance. Eux, comme dira Thiers en souriant, et on le comprenait très bien, ils étaient pacifistes à outrance. Alors comment diable ça se fait-il que, peu de temps après, dans la politique intérieure française, ce sera la droite qui sera la plus nationaliste. Au moment de l'affaire Dreyfus, vous vous rappelez quel culte les conservateurs portaient à l'armée. Les généraux étaient autrement respectés par eux que ne l'étaient même les prêtres ou le pape. On confondra droite et nationalisme. Vous savez bien l'action française de Maurras, la France seule. Alors comment expliquer ce renversement extraordinaire? Mais voyons, c'est bien facile, ça crève les yeux. On s'est aperçu depuis la répression de la Commune de ce qu'on va appeler le rôle social de l'armée. L'armée est là comme palladium de la société. Ce sont les mots précis, exacts, que Bazaine avait employés le 10 octobre 1870 lorsqu'il avait proposé à Bismarck de neutraliser son armée du côté de l'envahisseur et d'en faire un instrument de guerre civile. L'armée doit être aujourd'hui, disait Bazaine, le palladium de la société. Eh bien, M. Émile Zola, dans un beau livre qui s'appelle Travail, mettra en scène en 1901, je crois, un capitaine qui s'appelle le capitaine Jolivet. C'est un personnage à peine caricatural, je vous assure. Capitaine Jolivet est un homme qui déteste les intellectuels. Je n'aime pas les gens à idées. Vous avez vu une idée, vous? Moi, j'ai vu ma mitrailleuse. Non, il ne disait pas ma mitrailleuse. Aujourd'hui, on dirait mitraillette. Moi, j'ai vu mon sabre. Mon sabre, c'est une réalité. Et le capitaine Jolivet dira, heureusement que l'armée est là pour empêcher le passage des coquins. Alors, vous avez compris, l'armée a changé de sens. L'armée, jusque vers 1870, c'était un instrument de défense nationale. Mais à partir de 1871, l'armée deviendra un instrument de défense sociale. C'est pourquoi on verra toute la droite pousser de tels cris chauvins, et on verra la même droite, en 1940, fournir ses meilleurs éléments à la collaboration avec les envahisseurs. Voici pour le sabre. Alors maintenant, le coffre-fort. Le régime qui va s'installer grâce à M. Thiers, c'est celui que Besselet, dans son livre La vérité sur la Commune, définira ainsi le régime de l'oppression anonyme. Je vous ai déjà expliqué la supériorité d'une certaine république sur la monarchie. Dans la monarchie, il y a un despote visible. Dans cette république thierryste, il n'y a pas de despote visible, mais il y a une toute-puissance cachée. Rien de plus éloquent que la liste des membres de la liste dite Thiers, la liste Thiers, aux élections complémentaires de juillet 71 à Paris. Écoutez bien. Alfred André, banquier. Moreau, syndic des agents de change. Sébert, président de la Chambre des notaires. De Normandie, président de la Chambre des avoués. Dietz Morin, manufacturier. Et enfin, le marquis de Pleuc, régent de la Banque de France. La Banque de France. Je voudrais terminer en vous expliquant les bénéfices que la Banque de France a réalisés dans toute cette opération. Le 5 mars 1871, dans une lettre confidentielle, Thiers disait à M. Rouland, le gouverneur de la Banque, « Il est inutile de vous dire que la Banque, B majuscule, figure dans nos plans comme principal instrument. Instrument de quoi? Du règlement des 5 milliards d'indemnités qu'on doit verser à l'Allemagne. Une colossale opération, c'est le mot de Favre, va se produire à ce sujet. Comment est-ce qu'on va faire pour payer les 5 milliards? C'est bien évident, on va faire un emprunt. C'est ce que M. Rouland ne cessait de dire à Thiers. Il faut faire un immense emprunt. Et la banque est extrêmement contente des décisions de Thiers. Elle se frottera les mains parce qu'effectivement, il y aura ce très gros emprunt immédiatement souscrit. Et je comprends qu'il soit tout de suite souscrit, étant donné que pour tout versement réel de 80 francs, l'État va remettre à la banque une créance de 100 francs. Rappelons-nous ce qui s'était déjà passé à la fin de l'Empire. En 1808, lorsque la situation militaire était encore bonne, la Banque de France avait avoué 6,5 millions de bénéfices nets. En 1813, lorsque la situation militaire était épouvantable, 7,5 millions de bénéfices nets. Et ça avait été une merveille en 1814, l'année de l'écrasement de la France et de l'entrée des Alliés dans Paris, puisque pour les seuls 3 premiers mois de l'année 1814, la banque avait avoué un bénéfice de 5 600 000 francs.
exactement la même chose en 1870-71, dividendes des actionnaires de la Banque de France en 1870, 80 francs, dividendes des actionnaires de la Banque de France en 1871, après la perte de l'Alsace et de la Lorraine, 300 francs. Qui dit mieux?